On va continuer d'en parler, de l'impact du fonctionnement des villes sur les êtres humains et sur le vivant en général, hein, puisque nous ne sommes pas les seuls à habiter sur Terre. On va continuer à en parler dans cette table ronde à venir. Transport, mobilité, gestion des déchets, économie circulaire, solidarité, protection, accompagnement des plus exposés aux questions liées au réchauffement climatique. Est-ce que vous savez par exemple qu'en France, la France, pays développé, pays riche, qui compte quand même 9 millions de pauvres, mais notre pays reste un pays riche. Eh bien, on parlait tout à l'heure du fait qu'un logement sur deux, quasiment, est mal isolé, mais 11 millions de personnes en France sont en situation de précarité énergétique. 11 millions de personnes. Et une grande majorité de ces 11 millions de personnes vivent dans les villes. Alors, on va continuer de parler du rôle des villes, de la façon dont elles doivent se transformer, de la façon dont, par exemple, aux États-Unis, ce sont finalement des vigies au moment où le président des États-Unis annonce sa sortie de l'accord de Paris. On en parle tout de suite avec la table ronde à venir qui est animée par Patricia Cortijo et ses invités. Patricia. Si, vous pouvez les applaudir, hein. Ça ne fait jamais de mal. Bonjour à tous. J'ai le plaisir, en effet, d'animer cette table ronde sur un sujet passionnant de la transformation des villes. Ah ben, je transforme le verre d'eau qui vient de tomber. Donc, en effet, on va s'inscrire vraiment dans la continuité de l'introduction de Philippe Claus sur le sens de la ville positive. Hein. Il l'a très bien introduit sur qu'est-ce qu'on entend par une ville positive, plus inclusive, plus écologique. Et quels sont, on va partager un peu plus les éléments clés, les facteurs clés de cette transformation, et, notamment en ce qu'elle concerne des stratégies, des questions d'organisation, de façon de faire et de collaboration. Donc l'objectif, c'est vraiment de partager l'expérience des intervenants que je vais vous présenter sur ces questions-là, de se dire comment on réinvente la fabrique de la ville et comment on met des outils à disposition de finalités. Donc pour en parler, j'ai la chance d'être entourée de Florence Mas, qui est directrice régionale Normandie au sein de la Caisse des dépôts et des consignations, de Jean-Sébastien Decaux, qui est à côté de moi, et qui est directeur général Europe du Sud, un grand périmètre, Belgique, Luxembourg, Afrique, Israël, chez JC Decaux, donc une entreprise très ancrée dans le territoire. Emmanuel François, qui est président d'une association d'entreprises, qui nous dira tout sur les Smart Cities, sur The Smart Building Alliance, de Mikołaj Sekutovic, qui est directeur du développement du groupe Terme, qu'il vous présentera plus précisément, et d'Alain Ring, qui est architecte et qui est fondateur d'une agence d'architecture assez particulière qui s'appelle HOST, voilà, qui vous présentera ses initiatives. Donc peut-être pour commencer, évidemment, ici on emploie le terme de ville positive, avec beaucoup de choses qui vont derrière cette acceptation. On entend aussi beaucoup parler de smart city, de ville intelligente, et Philippe Claus l'a bien mentionné, en fait, le digital, c'est un outil au service de finalité. Donc, il y a quelques années, il y a une fondation qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Fondation Internet Nouvelle Génération, qui a interpellé sur le fait que le digital devait être au service de transition. Donc, voilà, c'est comment cet outil peut servir cette transformation. Et pour en parler, je vais passer la parole à Emmanuel François, qui a pas mal réfléchi à cette question-là et qui va nous présenter un peu plus précisément la Smart Building Alliance et en quoi cette association, la SBS, se positionne vraiment sur ce lien-là. Merci. Effectivement, on voit bien, notre monde change. Le numérique, depuis un certain temps, nous percute et on doit vivre avec. Et si on parle de ville, territoire positif, ça passe par le numérique, ça passe par être connecté,
et interconnectés. Tout à l'heure, enfin ce matin, Jacques Attali a dit l'humain doit être au centre. Et c'est clair. Et pour que l'humain soit au centre, il faut qu'il ait confiance. Il faut qu'il ait confiance dans ces systèmes qu'on lui met en place, qu'il ait confiance dans le numérique. Et il y a 5 ans, je me suis dit, mais cette confiance, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on la crée. Et donc je me suis dit, le meilleur moyen qui est la confiance, c'est qu'il y ait un consensus de tous les acteurs sur les systèmes qui seront déployés sur le numérique. C'est pour ça que je me suis dit, c'est un pari fou, associons tous les acteurs de la chaîne de valeur en partant du composant électronique, parce que quand on est connecté, c'est qu'on part d'un composant électronique, et en finissant par le traitement de la donnée, et en mettant bien entendu tous les acteurs de la chaîne de valeur, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, ville, usagers, pour qu'on repense le bâtiment et la ville de demain. Aujourd'hui, la Smart Building Alliance for Smart Cities est à l'origine d'un label, un cadre de confiance numérique pour les bâtiments et les territoires qui s'appelle Ready to Service. Alors pourquoi Ready to Service? Parce qu'en fait, à partir du moment où on est connecté, on rentre dans une société de services et le bâtiment devient une plateforme de services comme le territoire devient une plateforme de services. C'est l'objet de ce label qui est porté par le gouvernement français aujourd'hui, en la personne de Julien de Normandie, et qui interpelle la Commission européenne et d'autres pays, comme notamment le Luxembourg, qui ont décidé de s'en emparer pour leurs bâtiments et leurs territoires. C'est parce qu'effectivement, on a ce label, parce que surtout, on a un cadre de confiance qu'on peut aller plus loin. On peut aller plus loin et organiser et utiliser ces outils numériques comme des outils pour bâtir le bâtiment et la ville de demain et être positif. Ouais, et donc un cadre de confiance qui, en effet, met dans ses objectifs la transition écologique, la participation. Alors, vous avez complètement raison. C'est vrai qu'au-delà de ça, le numérique est quelque chose qui arrive et c'est nécessaire. Et en fait, ça doit être une priorité. Ça doit être une priorité nationale, européenne. Et pour aller vite, comme il y a une autre priorité, c'est l'énergie. Il y a une opportunité qui se présente, c'est d'associer transition énergétique avec transition numérique. L'un doit tirer l'autre. La transition énergétique doit permettre de passer la transition numérique. Et en s'appuyant sur un cadre de confiance. Et ça permettra d'avoir une approche globale, une approche holistique, qui est la condition sine qua non pour ensuite avoir des bâtiments et des territoires positifs. Merci. Donc, Florence Mas, au niveau de la Caisse des dépôts, il y a une réorganisation qui permet d'améliorer, enfin de renforcer encore cette proximité et cette approche holistique au niveau des territoires, avec cette idée de mettre les synergies au centre finalement de cette évolution. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce rôle de l'interaction dans l'organisation qui se met en place? Au sein le groupe Caisse des dépôts, déjà, veut faire émerger, contribuer à l'émergence d'un modèle français de ville intelligence d'intérêt général. Et on voit qu'on a un certain nombre de briques via l'établissement public et toutes nos filiales. On est présent, bien sûr, dans l'immobilier, bien sûr, dans la mobilité et les transports, sur l'énergie, sur l'environnement, le développement économique, et puis également les infrastructures numériques et les usages du numérique. Mais finalement, ce qu'on veut faire maintenant en créant une banque des territoires, c'est mieux articuler cet ensemble de briques en étant plus simple, plus réactif et plus proche des territoires pour les aider à co-construire des solutions et les aider à faire véritablement émerger des solutions qui soient adaptées à leurs besoins. Donc avec cette banque des territoires, on va offrir des solutions à la fois d'ingénierie, on est aux côtés des territoires pour les aider à construire leur smart city, donc en mobilisant des outils d'aide à la décision, de l'ingénierie. On est également bien sûr en financement, nous sommes d'abord un établissement financier, donc avec des prêts aux collectivités territoriales et aussi aux acteurs du logement social qui sont très présents dans l'élaboration d'un habitat intelligent. Et puis nous investissons à la fois dans des start-up qui sont présentes dans la Smart City, dans des réseaux très haut débit, dans des outils d'exploitation. Et puis nous développons aussi une offre en tant qu'opérateur
immobilier. Nous avons notre grande filiale CDC Habitat qui peut aussi apporter des solutions aux collectivités territoriales. Nous sommes opérateurs de mobilité via Transdev et GIS, dans l'énergie également, dans la biodiversité via CDC Biodiversité. Donc on voit qu'il y a un ensemble de solutions et vraiment l'idée c'est de mieux les articuler grâce à la Banque des territoires pour être vraiment en proximité de tous les territoires. Et aussi bien grands territoires que villes moyennes, que petits territoires qui ne doivent pas être délaissés. On veut vraiment remédier à la fracture territoriale, y compris avec des solutions smart qui peuvent s'appliquer à tous. Et donc plus de synergie entre les différents métiers de la Caisse des dépôts et aussi plus de synergie avec d'autres acteurs du territoire, enfin de développer les collaborations en étant plus présents sur les territoires finalement. Absolument. Ce qu'on veut faire, c'est véritablement arriver à développer les synergies entre les acteurs publics, les entreprises start-up et également, bien sûr, l'ensemble des habitants, les citoyens qui ont une part centrale dans la réflexion sur les usages, ce qu'ils attendent. On veut vraiment faire une ville qui soit au service de ses habitants et donc trouver des mécanismes, comme le disait le bourgmestre, permettant de réfléchir, d'associer les citoyens à la décision politique, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Et donc Jean-Sébastien, JC Decaux est clairement une entreprise des villes et ancrée dans les villes, avec historiquement un investissement sur on va dire, l'empreinte écologique et sociale de vos solutions. Quelle est aujourd'hui, comment ça se traduit concrètement et quel est vos retours d'expérience sur la prise en compte en fait, de ces critères environnementaux et sociaux dans les prises de décision des collectivités? Il y a bien deux questions. Il y a bien deux questions. Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité et de m'avoir permis de faire cette prise de parole. Je dirais que la ville intelligente et la ville durable, c'était les fondements de la vision de notre fondateur, Jean-Claude Decaux, en 1964, partant d'un constat que les villes manquaient parfois d'équipements urbains, d'infrastructures légères, et manquaient surtout de capacité de financement de ces mêmes infrastructures, puisqu'elles n'existaient pas, et ensuite de son système et de son service après-vente. Et donc de faire en sorte comment je peux, demain, aujourd'hui, en 1964, apporter des infrastructures et des services nouveaux ou plus performants, avec un modèle économique qui permette à la fois à ce service d'exister, mais aussi de durer dans le temps. Et le grand enjeu souvent de la fonctionnalité des services, c'est la durée dans le temps. Et donc, il a ensuite vu que les villes étaient souvent polluées de publicité sur des grands panneaux qui avaient comme fonction première uniquement et comme fonction unique celle de passer des messages promotionnels. Et il a eu l'idée d'intégrer un espace publicitaire de petite taille, de qualité, à l'intérieur d'un service public qui était l'abribus. Et il a donc inventé le premier abribus publicitaire. C'était un modèle, donc c'était un nouveau média quelque part, mais c'était aussi un nouveau concept de financement de ces infrastructures légères. Et donc, depuis nos premiers jours, depuis les racines de JC Decaux, nous avons construit ensuite seconde génération, ce socle qui aujourd'hui nous permet de travailler dans plus de 4400 villes dans le monde, qui est un socle où nous avons développé ce modèle économique de financer des infrastructures avec le service après-vente, sans qu'il y ait aucun coût pour la collectivité et pour donc les habitants des villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a basculé quelque part des recettes qui étaient dépensées pas toujours utilement sur les panneaux publicitaires, sur des infrastructures de plus petite taille. On a développé les sanitaires, on a développé les panneaux d'information pour les villes. Dans les années 70, les villes n'avaient pas sur leur propre territoire les moyens ou les outils pour pouvoir communiquer avec leurs citoyens. On parle de, je dirais, une société plus participative, plus inclusive. Il faut savoir que les villes aujourd'hui, la plupart des villes que nous équipons et aussi qui sont équipées par certains de nos confrères, ont aujourd'hui à disposition sur leur propre territoire des outils leur permettant de communiquer chaque semaine sans coût avec leurs citoyens par rapport à des services que nous leur avons apportés. Par rapport à la deuxième partie de votre question, oui, nous sommes dans un métier régulé et donc le régulateur qui était là auparavant, par exemple, a un rôle clé dans l'orientation de l'innovation et dans l'orientation des modèles économiques. Il a fallu plusieurs années à notre père pour convaincre à l'époque Louis Pradel, le maire de Lyon, dans les années 60, de tester ce modèle-là. Il a fallu au maire
du courage, de l'exaspération devant l'insistance de notre père pour dire « Ok, on essaye ». Bon. Aujourd'hui, les villes ne se rendent pas toujours compte que notre média, qui est in fine leur média, puisqu'on est sur leur domaine public et nous sommes le domaine public qui est inaliénable, et donc ce sont leurs médias, la communication extérieure, est un média qui est en concurrence avec Google, avec Facebook, avec TF1, avec RTL, etc. Et donc comment je peux demain, à travers mes consultations, à la fois rendre ma ville plus intelligente, mais continuer à préserver, voire apprécier la manne sur mon territoire de la publicité par rapport aujourd'hui aux grandes mutations, aux grandes révolutions qu'il y a dans le domaine de la communication. C'est, je pense, un enjeu afin de préserver un modèle et peut-être de le renforcer à la fois dans sa valorisation publicitaire, mais aussi dans les retombées qu'il peut avoir pour les collectivités et pour le quotidien des gens. Oui, donc c'est intéressant, ça pose la question, enfin vous l'expliquez, de comment des interactions entre différents acteurs en amont permettent aussi l'innovation. Le fait d'échanger en dehors de cadres très, très, très précis permettent de trouver des nouvelles solutions, finalement, qu'on n'aurait pas pu trouver dans des processus plus établis. Voilà, et d'avoir des processus aussi peut-être participatifs. Et la question on parlait de collaboration entre les différents acteurs, mais de l'engagement des entreprises pour communiquer dans les villes et le fait d'être conscient de ce qu'apporte finalement cet engagement via la communication. Oui, et puis c'est aussi, je pense, la vie réelle. Alors la vie réelle, elle n'est pas encore virtuelle, elle est d'abord physique. Et donc, dans l'espace physique d'une ville, qu'est-ce que des individus physiques peuvent aujourd'hui trouver ou demain trouver, proposer par les collectivités en collaboration avec les entreprises, pour garder ce lien physique et mieux qu'il ruisselle davantage dans les quartiers et dans les rues, pour faire en sorte que les interactions soient toujours possibles, non pas uniquement dans le World Wide Web, mais sur le propre territoire des villes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des quartiers, au niveau des rues, pour que physiquement, la ville propose des solutions et engage le citoyen, le consommateur ou le citoyen sur un certain nombre de sujets, peut-être en amont sur des consultations ou en aval sur des retours d'expérience. C'est des questions, je pense, essentielles et sur lesquelles une ville se doit d'apporter une réponse sur son territoire. Et en collaboration et avec l'engagement aussi des entreprises et des différents acteurs. Peut-être, Mikołaj Sekutovic, peut-être vous pouvez nous présenter ce que fait le groupe Terme et quelle est sa contribution aujourd'hui pour des villes plus positives avec des activités très ancrées dans les villes. Yeah, thank you first of all for having me. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à Jacques Attali qui a eu la gentillesse de m'inviter à ce forum. Écoutez, c'est vraiment très intéressant parce que je viens de Monaco où le prince Albert a organisé ce grand gala pour sauver les océans. Quand on regarde l'impact des questions environnementales sur la nature, on vit à une époque où il faut dire nous avons déjà dépassé le moment où on peut vraiment changer les choses. Mais quand on regarde les photos, quand on regarde les images de la forêt tropicale, quand on regarde les changements sur les océans, on oublie souvent que le coût, ça n'est pas seulement dans les océans, ça n'est pas tellement dans la forêt, ce sont les villes. Parce que ce sont les villes où il y a le plus de pollution. Le plastique, c'est un problème énorme et nous croyons qu'il faut complètement changer la ville. Il faut travailler sur les villes telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est la dernière possibilité qu'on a. Mais il faut vraiment commencer très en amont dans la planification des infrastructures pour changer la façon dont les humains se comportent. Quand on parle de ville intelligente, il faut parler des villes en tant qu'infrastructure, mais également en tant que logiciel. Si on ne change pas les infrastructures, on ne peut pas changer le logiciel. Donc, si l'on veut changer le comportement humain, si vous voulez, il faut également changer le cadre de notre vie humaine, telle qu'elle est conçue, construite et mise en action. Alors, il y a 3 jours, nous avons organisé un événement lors d'une biannuelle et on a parlé d'espace public. Et le concept de cette biannuelle architecturale, c'est l'espace libre. Et donc, on était au pavillon britannique et
l'idée a été de maintenir le pavillon vide. Alors, il faut y penser, hein. Faire moins pour faire mieux. L'espace public dans les villes deviendra quelque chose d'absolument crucial parce que la plupart des personnes vivront dans des mégalopoles. Alors aujourd'hui, quand on regarde les plans, la planification, finalement, c'est quand même difficile à imaginer l'avenir. On peut par exemple quitter une ville dans une demi-heure et puis on se retrouve par exemple à la campagne. Mais si on prend des villes comme Zhangjiang par exemple, où il y a 40 millions de personnes qui habitent, ça sera sans doute bientôt la plus grande ville au monde. Bon, cette ville, il y a des personnes qui n'ont jamais quitté la ville. Donc, quand nous pensons à cette dimension, ça sera la réalité de certaines villes. Peut-être pas pour Bruxelles, pas pour Le Havre, mais pour Chongqing, pour Beijing, pour Moscou, ou pour Mexico City. Il faut vraiment mettre en œuvre, intégrer la campagne à la ville, si vous voulez. Si l'on veut que nos enfants sachent à quoi ressemble un arbre, il faudra le faire. Un des participants lors de notre conversation et un des membres de notre conseil d'administration, Stéphane Mancuso, travaille sur des plans de l'Université de Florence et il nous a montré quelle est l'importance des plans pour notre vie. Si l'on prend par exemple l'opération HIP, le taux de réhabilitation après une opération de la hanche. Alors quand on le fait dans un environnement normal, il y a 50% de temps en moins que dans un autre environnement. Alors quand on regarde le coût par exemple de ce genre d'opération sur le système de santé, c'est absolument incroyable. Maintenant, quand on regarde notre environnement normal, il n'y a pas de plan en fait. Et pourtant, on doit aller vraiment très en profondeur dans la planification urbaine. Et là, c'est peut-être la dernière chose que je voudrais mentionner aujourd'hui. On a un gros problème parce que l'espace public, normalement, est planifié, conçu par des partenaires publics. Or, ils ne sont pas capables de faire plus d'un parc souvent. Mais comment, d'où devenir cette compétence? Alors, notre entreprise a créé un plus grand groupe. Alors, nous avons environ 10 millions de clients et 5 sites en Allemagne et puis un site en dehors d'Allemagne. Et nous essayons de créer... Nous n'avons pas appliqué des règles normales de construction lorsque nous travaillons. Nous avons des espèces, nous plantons des arbres dans nos bâtiments et puis on en plante un peu trop pour pouvoir en enlever après. Et le succès est incroyable. On voit que quand on donne aux gens le bon environnement, qui n'est pas un environnement, un cube blanc froid, mais quand il y a des plantes, quand il y a de l'art, des expériences différentes, les gens sont prêts à payer plus pour avoir cela. Et donc en Allemagne, dans quasiment chaque projet, on a des partenariats public-privé. Et ce type de coopération et le cadre juridique de cela sont d'une importance énorme si l'on veut changer les villes et les rendre vraiment intelligentes. On va continuer à parler du cadre de vie, de l'environnement et de la naturel et construit, et aussi, je pense, dans les points communs aussi de la question de l'engagement et de se dire que pour des transitions qui sont fortes, l'engagement de chacun est nécessaire. Donc, Alain Rinck, cette question de l'engagement et de la contribution de chacun à des projets, ça fait partie de votre expérience et de votre spécificité. Oui, alors d'abord, je voudrais vous remercier donc les organisateurs de m'avoir invité, parce qu'être dans un endroit qui parle de mettre en avant le temps long dans le monde d'aujourd'hui, donc c'est extrêmement important, et aussi d'organiser des dialogues entre des gens différents. Et je crois que là, on tient quand même déjà pas mal de choses quand on arrive à le faire. Et donc, je pensais dire des choses, mais le fait d'avoir mes deux voisins là me fait totalement changer ce que j'avais envie de dire au grand désespoir de Patricia. Mais je crois que ce qui est très important, c'est peut-être la différence entre vos deux structures. Alors, je ne vous attaque pas personnellement et j'attaque personne, mais c'est simplement pour faire une sorte de dialogue. Je n'aimerais vraiment pas être aujourd'hui à la place de la Caisse des dépôts. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, structurellement,
vous ne pouvez pas réussir à nous aider si vous continuez à travailler de la façon dont vous travaillez. Je vais expliquer pourquoi. Et à l'inverse, on a l'exemple des origines de votre entreprise, où finalement ce qui a été inventé sortait de nulle part. Il n'y avait même pas de financement qui était prévu, puisque le service était encore à inviter, et il a fallu le courage, et je crois que vous avez dit quelque chose comme... votre père a embêté un peu les villes, enfin insisté, etc. Et là, on sent très bien la capacité en fait de l'entrepreneuriat ou de gens qui vont inventer. Ça peut être des artistes, hein, ça peut être des concepteurs, des architectes. Voilà. Par rapport, excusez-moi encore une fois, hein, ça n'a rien de personnel, mais par rapport à une banque, je veux dire, quand vous êtes une banque, on n'aurait mis aucune confiance au début dans quelqu'un qui veut parler d'un service qui est complètement nouveau. Et donc, pour faire le rapport avec notre sujet, je pense que la qualité, le fait que la Caisse des dépôts est une institution qui travaille avec tous les partenaires du monde d'aujourd'hui, vous empêche structurellement d'avoir les lunettes ou la capacité de détecter où est le futur. Et je vous le dis en connaissant bien la Caisse des dépôts et en ayant des amis là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi en tant qu'architecte, on me demande de travailler sur les contenants en essayant de réfléchir le plus intelligemment possible pour que ces contenants attirent finalement des clients ou des habitants, certains qui vont acheter, d'autres qui sont dans du logement social, qui ne l'auront pas forcément choisi. Aujourd'hui, on pense que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de permettre les changements de comportement, puisque le monde vers lequel on va, qui demande des changements radicaux, demande des changements de comportement. Et on ne peut pas prendre des briques du monde d'aujourd'hui, les agencer d'une façon un petit peu différente et demander comme par magie que les gens abandonnent leur voiture ou fassent des choses. On peut y arriver sans faire de coercition si on permet aux gens de co-construire par des systèmes d'intelligence collective à grande échelle. On leur permet non seulement de comprendre, mais d'échanger sur une sorte de plateau d'égalité, je dirais, avec les industriels, les politiques évidemment, les grandes entreprises, les banques, etc., mais sans que certains s'arrogent le droit de finalement donner la vision de ce que va être cet environnement dans lequel on doit habiter. Et aujourd'hui, alors que nous, on était en train d'essayer de redéfinir les bases de l'architecture dans un monde en transition où on ne sait pas ce que seront les métiers dans 20 ans, ni les systèmes de transport, on a construit des outils d'intelligence collective qui s'appellent Villes sans limite, parce que justement, l'imagination, la capacité à connecter des cerveaux différents entre eux, quand on parle de cerveaux différents, on travaille avec des vieux sages, mais on travaille aussi avec des enfants de 10 ans, on travaille évidemment avec toutes les parties de la société civile, mais on commence même à intégrer au même niveau des éléments d'intelligence artificielle. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment toutes les intelligences. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a été détecté par une fondation suisse qui nous propose en fait d'utiliser nos outils d'intelligence collective pour la santé, pour l'éducation, et y compris même pour le sport, ce qui nous a un petit peu étonnés, mais voilà. Et donc je crois que, parce que on m'avait dit que ça serait bien qu'on dialogue ensemble, donc voilà, je me suis permis de lancer rentrer dialogue. Un petit peu. Voilà. Ok, merci. Patricia, elle ne sait plus où elle en est. Non, mais il faut s'habituer à l'échange contradictoire. Pour rebondir sur un point de convergence qui est, je pense, la nécessité de changements assez radicaux. Il y a notamment 2 grandes mutations qui sont liées au développement du digital et à la mutation du passage de la propriété à l'usage. Et il y a la mutation de la capacité à dialoguer de manière plus distribuée, on va dire plus transversale. Ces 2 transformations importantes, et votre conviction, Emmanuel, c'est qu'il y a nécessité de les accompagner, enfin de les anticiper, de les accompagner. Qu'est-ce que vous prévoyez pour travailler sur cet accompagnement ? Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur votre question et sur les remarques de Nicolas, je voudrais souligner quelque chose, c'est qu'effectivement, on doit changer radicalement. Et là, comme vous le dites, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a 2 facteurs importants. C'est on passe de la propriété à l'usage et au service autour des usages.
et on passe d'un mode centralisé à un mode distribué, voire un mode décentralisé, voire distribué avec la blockchain. Je fais un petit rappel. Il y a 140 ans, on a inventé l'électricité. Et ensuite, la mobilité thermique. Ça a changé complètement la configuration des villes, des territoires. Aujourd'hui, on a l'héritage de cette invention, avec des grandes villes, des mégalopoles, et une organisation centralisée. Une distribution énergétique centralisée, tout est centralisé. Eh bien, en fait, je pense que 120 ans ou 140 ans à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Il faut accepter de remettre en cause cette histoire de 120 ans ou 140 ans. Et je donne un exemple. Il y a 120 ans, on a pris le choix du courant alternatif. Aujourd'hui, le courant alternatif éclaire nos vies, nos villes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer également au courant continu ou être dans une approche mixte? Pourquoi? Parce que si à partir du moment où on produit l'énergie localement, on la stocke localement, à partir du moment où les véhicules sont électriques, à partir du moment où l'éclairage est LED, tout en courant continu. Il faut savoir que quand on transforme du courant alternatif en continu, on perd 20%. Donc aujourd'hui, au niveau de la planète, on se rend compte qu'on gaspille 20 à 25% d'énergie. Et en plus, il y a 25% d'énergie, et on a 25% en plus de la population qui n'a pas d'électricité, et on veut aujourd'hui leur amener des énergies renouvelables et amener le courant alternatif. Mais non, il faut tout de suite être en courant continu. Aujourd'hui, c'est possible. Vous regardez sur les blogs, sur partout, on dit, mais bien sûr, ça va aller peut-être à l'encontre de certains lobbies industriels. Mais quelque part, c'est possible. Donc je vous donne cet exemple, on peut le généraliser. Il faut avoir un courage politique et un courage industriel. Et il faut le faire maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de mener la transition énergétique, mener la transition numérique, doit être combiné aussi à cette transition. Ensuite, vous me dites, mais c'est quoi l'histoire là? L'histoire, c'est de dire, pour répondre à Nicolas, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on accepte de remettre en cause des acquis de 120 ans, eh bien, il faut aussi accepter de passer d'une organisation centralisée, une organisation pyramidale, à des organisations décentralisées, où effectivement, l'homme est au centre, il est moteur, il est responsable parce qu'il est connecté, parce qu'il est informé en temps réel, grâce notamment à Decaux, mais à tout ce qui l'entoure. Tout ce qu'il fait, effectivement, il est informé. Donc il est informé sur les conséquences de ses actes. Il y a une certaine traçabilité, mais cette traçabilité peut être anonymisée. Mais en tous les cas, dès qu'il fait quelque chose, il sait quelle est la conséquence pour lui, pour son environnement et sur l'environnement. Ce que je veux préconiser aujourd'hui, dans cette mutation, c'est de rapprocher tous les services, toutes les activités du citoyen usager. Les activités changent, les services changent, le travail change, la santé change, l'enseignement change, la culture change, le commerce change. On passe sur l'e-commerce, sur l'e-santé, sur le télétravail, sur les MOOC. Et on se rend compte que tout ça ne nécessite pas forcément d'être dans un espace rigide, un ghetto où on travaille, un ghetto où on dort, où on travaille, un ghetto où on commerce. Aujourd'hui, on n'a que des ghettos, avec des mouvements pendulaires de gens qui vont vers ces ghettos. Si on passe dans une organisation décentralisée, où on rapproche ces services du citoyen usager, on se limite, premièrement, les mouvements pendulaires, deuxièmement, on permet effectivement d'avoir une économie beaucoup plus positive et solidaire. Tout à l'heure, vous aurez M. Bonifay de Bouygues qui interviendra. On est effectivement, tous les deux, on partage les mêmes idées. Et vous voyez dire qu'il va vous parler des bâtiments. Parce qu'effectivement, après, il faut repenser des bâtiments et repenser les territoires avec des bâtiments hybrides, multi-usages, pluriels. Et je lui laisserai en parler. Merci Manuel. Alors, vous parliez de ghetto et je trouvais que ça faisait quand même bien le lien avec, justement, pour contredire un petit peu Alain, mais est-ce que l'évolution de la Caisse des dépôts qu'il faut souligner sur cette notion de développer les interfaces entre des acteurs différents? Parce que je pense qu'on est assez convaincus que
La solution passe par la contribution de chacun et peut-être en effet la capacité de chacun d'adopter la position de l'autre et de collaborer avec l'autre. Et dans l'évolution de la Caisse des dépôts, il y a cette idée d'accompagner les expérimentations. Et on voit qu'il y a beaucoup de notions d'expérimentation, y compris sur des blocs technologiques, mais sur des blocs aussi plus humains, de comment on travaille ensemble. Et puis d'aider au transfert en fait, entre les différents territoires qui vont expérimenter. Peut-être que Florence, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, alors pour rassurer effectivement mon voisin, il ne s'agit pas de plaquer des solutions qui seraient pensées depuis la direction de la stratégie de la Caisse des dépôts, mais vraiment notre intention c'est de co-construire avec les acteurs des territoires et finalement c'est eux qui ont l'intelligence et nous on peut apporter le carburant que constituent les financements, mais l'intelligence, elle est bien dans les territoires, dans les expérimentations que peuvent lancer des entreprises, des collectivités territoriales ambitieuses, des citoyens qui ont des projets très innovants. Et nous, notre souhait, c'est d'être davantage en proximité de cet ensemble d'acteurs pour pouvoir accompagner le mouvement et on sait bien que les solutions viennent de là, ne viennent pas de chez nous. Nous, on apporte effectivement notre capacité de pouvoir mettre des gens ensemble, d'apporter des financements. Et de plus en plus, on réfléchit finalement en lançant des appels à manifestation d'intérêt on l'a fait par exemple avec l'ADEME sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est un enjeu majeur dans la ville de demain. Ça s'adressait plutôt à des villes de taille moyenne. Voilà, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès. Il y a deux villes normandes qui ont été retenues, Cherbourg et Vire. Et ça permet de finalement, au-delà de l'ingénierie qu'on a pu apporter avec l'ADEME, de mettre en relation des acteurs des villes sur tout le territoire national qui discutent entre elles, qui rencontrent des sachants, qui échangent sur des solutions, qui échangent sur des bonnes pratiques. L'idée, c'est vraiment de créer finalement des clubs d'acteurs qui peuvent avancer plus vite parce qu'ils mettent en commun des solutions. Autre exemple, on est opérateur du programme d'investissement d'avenir 3 TIGA, territoire d'innovation de grande ambition. Là, il s'agit vraiment de transformer en profondeur et à moyen terme, c'est des grands enjeux, des territoires par l'innovation. Donc, et avec à la fois en mettant en commun à la fois les collectivités territoriales qui sont souvent chefs de file des projets, comme la CODA qui est chef de file d'un beau projet Smart Port City, ou la métropole de Rouen, mobilité intelligente pour tous. Mais on met en commun ces acteurs-là, tout un réseau d'entreprises, à la fois des grandes entreprises et des startups, et puis les citoyens. L'idée, c'est vraiment d'avoir des labs avec des citoyens vraiment à l'échelle de tout un territoire pour transformer en profondeur et, comme vous le disiez, pas seulement apporter des briques technologiques, mais transformer les usages. Et ça, c'est central. Donc voilà, nous, on a vraiment vocation à accompagner ce genre de projet. Puis on investit dans des startups qui présentent des solutions intelligentes, pas nécessairement onéreuses, et qui peuvent être déployées non seulement dans des grandes collectivités, mais aussi des villes moyennes, des petites villes. On a des solutions d'autopartage qui sont expérimentées à Tingebray, dans l'Orne. C'est peut-être pas la ville la plus importante de France, et ça fonctionne très bien. Voilà, on a des solutions qui sont des solutions inventées par des startups, et nous, notre rôle, c'est de les faire connaître, de mettre en relation des élus, des citoyens et ces entreprises innovantes. C'est très intéressant, enfin, ça peut aller de soi, mais ça n'est pas tant de se dire que finalement, il ne faut plus plaquer de solutions centralisées, mais vraiment construire des solutions localement avec des acteurs du territoire, leurs ressources, leurs contraintes, voilà, et comment finalement trouver les bons processus pour le faire. Vous parliez aussi d'appel à manifestation d'intérêt, c'est intéressant sur les nouveaux formats de consultation. C'est un de vos points, Jean-Sébastien, de se dire il faut peut-être aussi innover sur les processus de consultation pour davantage favoriser l'innovation, les solutions positives. Je ne sais pas si là-dessus vous voulez faire un petit retour de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux sur des processus pour favoriser la mise en œuvre réelle des solutions mieux disantes.
Oui, je prendrai 2 exemples différents. Le premier qui a été assez discuté et commenté ces derniers mois, qui est celui du Vélib de Paris. Vélib de Paris, donc c'est les vélos en libre service qui étaient autofinancés par la publicité, opérés par JC Decaux, qui avait été un vrai succès lors de leur lancement il y a 10 ans. Entre-temps, Vélib a fait des petits, notamment à Bruxelles. Nouvel appel d'offres est sorti. Pour de bonnes raisons, ils ont dû casser le modèle publicitaire par rapport au territoire qui allait au-delà de Paris Intramuros, alors que la publicité était dans Paris Intramuros, donc ils ont dû casser le modèle. Et derrière, la principale, voire la seule notion qui comptait pour choisir l'opérateur d'un système essentiel dans l'évolution du mode de déplacement, avec l'assistance électrique, donc avec un véritable saut technologique qui allait changer quelque part la notion de distance et de temps de trajet, c'était le prix. Mais le prix de quoi? Le prix d'un vélo et du coût d'entretien. Moi, pour baisser mon coût d'entretien, j'embauche le moins possible, au moins cher possible, et je ne crée pas quelque part, je diminue la richesse ou le potentiel de richesse sociale. Sur la partie de l'empreinte énergétique que pourrait amener un bon service, je l'ignore, et donc quelque part, mon service étant limité en termes de coût, il sera probablement plus limité en termes de potentiel d'efficience du service, et donc en termes de transition, de modalité de déplacement. Ils ont détruit la moitié des emplois qu'on avait créés, revu les conventions collectives, mis un vélo moins cher, il y avait 12% de différence. Et aujourd'hui, le service ne fonctionne pas. Il va fonctionner, a priori, parce que c'est pas non plus très, très, très compliqué. Mais c'est pour vous dire que souvent, les pouvoirs publics, encore aujourd'hui, se basent uniquement sur le prix d'un objet et non pas quelque part sur l'efficience du service que cet objet est censé rendre. Et ça, c'est assez dommageable pour notre profession et pour l'innovation et l'efficience des services que nous ou d'autres peuvent apporter. Premier point. Et deuxième point, rapidement, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de marques voudraient ou veulent ou dépensent davantage dans les villes. Le média de la ville aujourd'hui, le seul, c'est la communication extérieure, je le disais tout à l'heure. Comment le bourgmestre de Bruxelles, Madame Hidalgo ou le maire de Johannesburg peut faire pour que demain, ils puissent capter davantage d'intérêt, davantage d'investissement de la part des marques dans un format qu'il aura choisi, dans un format régulé, parfois contraignant, incitant à l'innovation, c'est un vrai sujet. Parce que les marques aujourd'hui veulent continuer à communiquer de manière traditionnelle. Le 4x3 a été remplacé par les sucettes, les 2 mètres carrés, les abribus de JC Decaux, très souvent. Mais les marques veulent parfois aller plus loin parce qu'elles doivent, en termes de mission, en termes de nouveaux objectifs, en termes de transformation de leurs propres clients. Et aujourd'hui, très souvent, le régulateur, pris parfois par ses propres textes datants, ou parfois pris par des coalitions politiques, ou parfois pris par d'autres choses, ne nous permet pas, ou ne permet pas à notre monde de pouvoir inventer des formules d'investissement des marques dans les villes, dans les territoires, pas uniquement sur des mobiliers urbains, mais sous d'autres formes. Équipement d'écoles, réfaction de lieux d'activités sportives, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir de la part des décideurs publics, des régulateurs, pour voir comment, 1, se doter de services avec le meilleur modèle possible, et 2, faire en sorte que d'autres formes de communication régulées, réglementées, limitées, puissent voir le jour à travers le digital, sans pour autant transformer les villes en Minority Report, mais aussi trouver des formules de projets ou de collaboration plus ponctuelles. 2 exemples. Unilever, on développe aujourd'hui avec Unilever des formes de communication en Afrique dans les townships, où on ne va pas les mettre des abribus, parce que déjà il n'y a pas de route, et deuxièmement il n'y a pas de bus, pour, apporter la visibilité de leur marque sur le quotidien des gens, en termes d'hygiène, en termes d'accès à l'eau. Et on a des choses à apporter, on a de l'expérience, on a du know-how à apporter. Et deuxième exemple, Lulu dans ma rue, à Paris, on recrée des conciergeries de quartier physiques. Je reviens sur mon point physique de tout à l'heure. On recrée des conciergeries de quartier physiques à Paris à travers des kiosques. Une personne issue de l'insertion sociale qui ensuite va proposer plein de petits boulots aux gens, remplacer sa tringle à rideau, monter des courses, réparer le robinet cassé, etc., etc. Il y a cette vie de quartier-là qui est à mieux encadrer, mieux redynamiser et sur laquelle les marques
sont tout à fait prêtes à abonder et investir pour leurs propres besoins, donc de manière très saine et très durable. Merci, c'est beaucoup de sujets, en lien avec ce qu'on a dit aussi, avec ce qu'Emmanuel François disait sur voilà, comment la révolution de l'usage infuse aussi une innovation dans les processus d'achat. L'appel à manifestation d'intérêt, c'est peut-être des réponses à ce type de renouveau finalement des processus traditionnels. Et puis la question en effet de l'intérêt des entreprises pour un nouvel investissement dans les territoires, plus de proximité, de contribution à l'innovation et un impact social. Mais peut-être voilà, le besoin d'être accompagné, de se dire quelles sont les nouvelles façons de s'ancrer dans les territoires en lien avec les collectivités. Peut-être, Nicolas, de votre côté, comment vous voyez le renforcement de votre contribution à cette transition en fait, via la relation à la nature? Quelles sont les prochaines étapes que vous voyez dans ces orientations? Yeah, so almost all important trigger points were just triggered. Vous savez, on est entre nous ici, hein, vous avez parlé des entreprises et des interactions nécessaires entre le public et le privé. Il faut en effet, je pense, étendre ce type de collaboration, ce type d'interaction. Je pense qu'il y a des changements à faire. C'est vrai que souvent, les partenariats publics-privés font face à des obstacles qui viennent soit du public, soit du privé, enfin bref. Mais il y a un potentiel que nous devons créer, et nous devons le créer par des approches interdisciplinaires, multidisciplinaires. Vous avez parlé de l'humain, hein, et l'humain, c'est vraiment notre sujet. L'humain doit mettre l'humain au centre de l'urbanisme, par exemple, et du concept de nouvelle ville. Je pense que c'est extrêmement important, parce que si on ne met pas l'humain au centre, on a parlé de l'urbanisme, hein. Dans un an, on va avoir le 100e anniversaire de Powerhouse. C'est une philosophie très intéressante, c'est la dernière vraiment grande révolution dans l'urbanisme. Mais vous savez, il y a différents ghettos qui se créent pour différents besoins, enfin bref. Et il faut changer notre approche. Si nous prenons par exemple Amazon. Amazon a vraiment une approche très intéressante de nos centres-villes, de nos zones urbaines. Et plutôt que d'avoir des centres commerciaux, par exemple, on peut avoir une approche moins basée sur le territoire. Peut-être que nous pourrions avoir une approche qui est basée autour du corps humain, de l'humain. Voyez-vous, le service pour l'humain, autour de l'humain. Et donc notre entreprise a commencé l'année dernière donc un programme art-architecture, parce que nous pensons que l'innovation ne viendra pas forcément des architectes, des designers, des architectes d'intérieur, parce que finalement il y a vous savez, une espèce d'approche un peu égoïste, hein, chacun pour soi. Il faut une approche interdisciplinaire. Il faut travailler avec des artistes, il faut avoir ce réflexe, parce que c'est comme ça qu'on fera l'innovation. Et si nous voulons que l'économie, que l'environnement, que les humains, que tout le monde soit pris en compte, eh bien, il faut vraiment avoir à l'esprit que que l'infrastructure doit être faite pour l'humain. Voilà. Donc, nous avons demandé à des artistes avec différents projets pour les villes de travailler avec nous, et je pense que voilà, en effet, c'est ce qu'il faut que nous fassions, trouver toujours plus d'innovation. On dirait sur Alain Rinck, en fait, sur ce décloisonnement, et pour partager votre retour d'expérience sur des pratiques d'intelligence collective. Ça fait quelques années que vous les mettez en œuvre. Voilà, qu'est-ce que peut apporter des démarches réellement d'intelligence collective différentes d'une simple consultation, enfin, comment elles se mettent en œuvre et pour quels résultats, en fait, et comment vous disiez ça dépasse derrière le politiquement correct de la consultation, et que ça produit réellement des choses en termes d'engagement et aussi de résultats concrets. Disons, pour être en phase avec l'état d'esprit du forum, donc être positif,
On est à un moment de basculement extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que de l'ingénierie de l'intelligence collective bien faite, avec 2 caractéristiques extrêmement importantes, la loyauté et la transparence des règles du jeu qu'on va proposer. Quand on développe ces systèmes-là, on se trouve en fait avec un gain de temps et un gain d'argent, puisqu'on s'en trompe beaucoup moins. Donc quand j'entends des gens dire que consulter les personnes, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et ça fait des délais supplémentaires, je me dis, mais ils sont au 19e siècle. Je veux dire, c'est juste hallucinant. Alors bien entendu, quand on le fait mal, ça se passe très mal, on a des retours de bâton, c'est-à-dire il y a une confiance qui se rompt encore plus, et les experts comme moi ne bénéficient pas d'une confiance. Avant, ils avaient une position de sachant, une position d'autorité, on n'a plus ça. Donc on est obligé de reconstruire la confiance brique par brique. Pour dire ce que ça apporte à Saint-Nazaire, tout simplement, on a fait, pour un investissement de 110 000 € d'études, on a fait gagner 10 millions d'euros à la ville, en évitant de faire des travaux qui n'allaient servir à rien, et au contraire en faisant des micro-interventions extrêmement importantes pour les habitants, mais qui étaient hors de la vue, hors du radar des professionnels, moi y compris. Je vous donne l'exemple, vous voyez exactement de quoi je parle. Quand on a une vision politique qui est d'équilibrer des quartiers politiques de la ville, leur donner à tous les mêmes aménités, je pense qu'on peut difficilement être contre. Quand il manque une salle de quartier dans un des quartiers, on se dit, le projet, on va construire cette salle. Il se trouve que le service de l'éducation, vous parliez de ghetto, où on parle de silo métier, le service de l'éducation dans une ville ne parle pas vraiment au service des espaces verts, qui ne parle pas au service du développement économique. Conscience. Pardonnez-moi oui, de vous interrompre. Je vous oui, laisse terminer, mais malheureusement... Et donc, tout simplement, travailler avec les habitants a permis de voir qu'il n'y avait pas besoin de construire une salle, parce que le lycée prêtait sa salle avec beaucoup d'avantages sociologiques et culturels de faire rentrer la société civile dans le lycée, et ça coûtait moins cher puisqu'on ne construisait pas la salle. Donc on a un gisement, au-delà de passer de l'alternatif au continu, il y a énormément de gisements avec l'intelligence collective. Tout à fait. Merci beaucoup. Pardonnez-moi cette intrusion, j'ai le mauvais rôle, mais comme le temps est dépassé, je vais demander à notre audience, notre public, de vous applaudir très chaleureusement. Merci. Merci à tous. Merci à vous.